C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui est une référence partout dans le monde. Surtout au Québec. Même les concurrents sur nous Internet, écoutent. Pascal. Voilà. Même les concurrents nous écoutent. La concurrence t'écoute. Ben, c'est normal. Je sais pas. C'est pas de la concurrence, on est complémentaires. Tous les gens qui font... D'accord. Je sais. Hey, on salue nos partenaires. On va y aller tout de suite comme ça. On va se saluer nous-mêmes. Salut Pascal. Bonjour Alain McKenna, content de te parler. Nos partenaires pour 2024, TELUS, Plan Hub. Comme vous voyez, des fois, on est un peu polisson et on part sur un chapeau de roue avec un enthousiasme alarmant parfois. Le café à la main, le café rond. Oui, c'est une tasse de tech, pas pour rien. Moi, j'ai une tasse. Toi aussi, ça passe pour ça d'un gobelet, ton truc? Mais non, c'est une tasse, je voyais pas l'once. C'est ma tasse Ember, la tasse connectée qui chauffe. Honnêtement, avec le recul, là, c'est très cher pour une tasse qui chauffe pas tant que ça, finalement. Ah, c'est sûr que je bois mon café trop vite, c'est ça. C'est sûr que mon café, je le bois trop vite, puis j'ai pas le plaisir. Ou ben non, je le bois trop lentement. Et il est chaud anyway, il est froid anyway. Fait que là, je suis comme, j'aimerais ça que ça dure un peu plus longtemps. Ça prendrait, un meilleur paramétrage de la chaleur. Et voilà. L'idéal, c'est d'avoir une machine, tu pèses sur le piton, tu as ton café. Ah oui, Jura a été notre partenaire pendant, j'utilise encore la machine, hein, et je l'aime toujours autant. Jura, revenez. On va parler de vous à chaque semaine. On va faire nos RBO, on va faire comme RBO avec Xerox. On va faire une tasse de tech. Je l'ai dit. Non, je m'en souviens. Écoute, machine. Donc, TELUS Plan Hub, merci de rendre ce podcast possible. Vous êtes merveilleux. On vous aime. On va parler de plein d'affaires rigolotes. Écoute, je vais te surprendre, Alain. On va parler d'intelligence artificielle. Écoute, les bras m'en tombent. Pif, paf. Voilà, les bras sont tombés. Quel sujet inusité dans un podcast techno en 2024. On va parler de RCS dans iMessage de Taylor Swift. Oui, pourquoi pas? Ça, c'est plus inusité. Ça serait le fun que Taylor Swift parle de nous, en fait. C'est ça qu'on veut. On va parler de disquettes. À la fine pointe de la technologie, on parle de disquettes, Alain, rien de moins. De tes ronflements. Pas les miens, ceux du monde en général. Ah, OK. Excuse-moi, Alain. Moi, je ronfle pas. Ouais. Je dors la tête en bas. C'est ça. Toi, tu penses que tu ronfles pas. Ben oui. D'empreinte digitale et de la nouvelle Surface Pro avec Snapdragon X. T'as essayé la version avec le clavier qui se détache. Ben voilà, tu avais l'ordinateur, le laptop, la tablette. Complet. Exact. Et voilà. On va parler de copilote PC+, ou je sais plus comment ils appellent, l'espèce de brand Microsoft, incroyable. Tout ça dans une émission assez bien serrée, et on va commencer tout de suite avec nos fameux espressos de tech, notre rafale de petites nouvelles. Je te laisse partir, Pascal, parce que, et encore une fois, tu as de la suite dans les idées, on parle d'intelligence artificielle. Je te dis, c'est fou malade. Moshi.chat. Google a fait récemment la démonstration de son intelligence artificielle conversationnelle qui répondait comme Scarlett Johansson. Et c'était assez... Oui, c'était avec ChatGPT. C'est pas Google, c'est ChatGPT qui a fait sa démonstration de son intelligence artificielle qui parlait comme Scarlett Johansson, même si Scarlett Johansson avait refusé, n'était pas trop au courant de ça. Moshi.chat, une intelligence artificielle française, propose une intelligence artificielle conversationnelle qui marche super bien. Je suis impressionné. C'est tout juste, ça te coupe pas la parole. Tu lui demandes quelle est la météo, puis à Montréal, il fait ça aujourd'hui. Voyons donc, c'est super rapide. Le problème, c'est que c'est français, donc c'est qu'en anglais. C'est une phrase qui n'a aucun sens, mais malheureusement, dans le contexte, c'est normal quasiment parce que c'est comme ça. La France, c'est les techs, on le sait. Voilà. Et donc, tu lui parles. Il y a des voix plus graves, plus aiguës, je dirais pas masculines ou féminines. Les conversations sont limitées à 5 minutes. Fait que je jasais avec. Oh, c'est très prenant. Je t'assure, c'est surprenant. Celle de ChatGPT, on peut pas encore l'essayer. Celle-là, on peut l'essayer. C'est comme un power dating avec une intelligence artificielle. Oui, c'est ça. J'ai dit, conte-moi une blague. Puis il dit, je te conte une blague. Quelle est la différence entre ça et ça? La conversation coupe. Je suis un peu frustré. Votre temps a été chu. Oh non! Moshi est pas très futé, par exemple. J'avoue que j'ai été très déçu. J'ai demandé, entre autres, peux-tu parler français? Il dit, oui, je peux parler français. Yes, I can speak in French. J'ai dit, can you speak in French? Yes, I can.
Please say something. C'est une autre in référence French. à RBO me vient à l'esprit ici aussi. Ouais, avant, je ne parlais pas l'anglais. Maintenant, je parle l'anglais. Voilà, les plus jeunes ne comprennent pas ces références-là. Bon, on aurait celle de Moshi maintenant, oui. Mais Moshi.chat, jetez un coup d'œil là-dessus. J'avoue que je suis très, très surpris. Ça fonctionne dans ton navigateur web. Tu peux jaser avec. J'assume que si tu jases avec, ça entraîne le modèle. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Exact. Donc, faites attention, dévoilez pas vos secrets professionnels ou vos... Même en anglais, non, effectivement. Même en anglais ici. Mais c'est surprenant comme démo. J'ai hâte de voir là, dans 2, 3, 4 ans où est-ce qu'on va être rendu. Ça évolue vite. On va avoir des autos qui volent, on va avoir des autos qui se conduisent toutes seules. On est presque là, parce qu'en ce moment, on se fait voler nos autos. C'est les mêmes mots, mais pas dans le même sens. Non, effectivement. Mais ça s'en vient. Donc oui, ça évolue vite. Il y a quelque chose qui évolue pas du tout ces jours-ci parce qu'il y a une panne chez Amazon pour le téléchargement de livres via la plateforme Kindle. Donc, si vous avez un Kindle, c'est comme un petit message d'intérêt public que je fais aux gens qui ont un Kindle en ce moment, qui aiment télécharger des livres. C'est normal, ils en ont pour quelques jours à réparer le service. Donc, vous savez, même ce service Kindle, qui est pourtant existant depuis longtemps, peut subir des pannes. Donc, on n'est pas à l'abri dans un monde de plus en plus numérique à ce que ça marche pas. Ça arrive. Puis pour les lectures d'été, ça peut être frustrant. Tu te dis, hey, je vais charger ma licence. Avec les vacances, exactement. Ce qui est le fun avec Kindle, c'est que les applications de tablette, iOS, Android, partout où vous êtes, sur n'importe quel appareil, ça se synchronise super bien, sauf quand il y a une panne. Alors, il y a une panne maintenant. Donc, si vous avez de la misère à lire vos livres sur votre Kindle, prenez une pause, faites autre chose, allez jouer au ballon, je ne sais pas, mais ça va revenir dans quelques jours. Un jour, peut-être qu'on fera un comparatif. Il y a l'application Google Play Livres qui a le même genre de synchronisation multi-plateforme, multi-appareil, blablabla. Donc, c'est peut-être une alternative. C'est le moment d'essayer des alternatives, si vous voulez. C'est juste ça. Une petite nouvelle. C'est beaucoup, moi, je trouve. Moi, on va parler d'une autre défaillance du système. On a appris fin mai que le service Ticketmaster s'était fait pirater. Les données de 560 millions de clients, donc on parle du nom, du courriel, du numéro de téléphone, de la date d'expiration, de la carte de crédit, ont été mises en vente sur Internet. Un gros paquet de données, 500 000 $ par des pirates. On a appris plus récemment qu'ils ont aussi obtenu les codes barres de 193 millions de billets qui ont été vendus par Ticketmaster. Si votre place est déjà prise, c'est un pirate. C'est pour ça, c'est ça qui est délirant. Il y a 440 000 billets là-dedans de Taylor Swift. Tu sais, des billets qui se vendent à plus de 600 $, de 500 000 $. Et là, ce qui est fascinant, c'est que tu arrives au stade, tu arrives à la salle de spectacle, tu as ton billet que tu as payé 600$ et n'importe qui sur Internet a pu imprimer ce billet-là, prendre ta place. Il n'y a qu'un billet qui va être accepté. Je trouve ça débile. Les pirates, étrangement, demandent maintenant 8 millions de dollars pour ne pas lâcher ça dans la nature. Oui. C'est assez diabolique. Le potentiel d'arnaque est incroyable parce qu'avec les données des utilisateurs, je sais, écoute, ça contient même l'historique de tes achats. Fait qu'Alain, Alain McKenna, je sais que tu as acheté un billet pour Taylor Swift le telle date. Je sais que ta carte de crédit expire le telle date. Monsieur McKenna, je suis vraiment désolé. Il faut que vous redonniez votre numéro de carte. Toi, tu pirates la carte, tu siphonnes ça. Voilà. Là, comment tu règles le problème? Ticketmaster t'appelle et dit, Monsieur McKenna, vous avez acheté un billet, les mêmes informations. Exact. Je sais pas, j'ai le feeling qu'ils vont payer. Et si les pirates sont... Et c'est une business, hein. Il semble que les pirates ont intérêt à ne pas faire... Je vais dire ceci, personne n'aime Ticketmaster. Et voilà, la personne qui est comme, Ticketmaster, ils ont un rôle positif dans le divertissement. C'est ça, pour moi, c'est un peu une forme de piratage, là. Une forme d'arnaque. C'est dommage que ce sont nos données qui sont fuitées, en tout cas les données des gens qui sont sur Ticketmaster, mais c'est Ticketmaster qui devrait payer tant qu'à moi, parce qu'avec leurs frais de 6 pizzas qu'ils imposent à tout bout de champ, puis que les billets coûtent 2 fois le prix. On pourrait peut-être, en tant qu'utilisateur, payer les pirates qui sont peut-être plus efficaces que Ticketmaster pour ne pas que les billets soient libérés dans la nature. Je trouve ça complètement fou. OnePlus. Oui, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Il y a des nouveautés qui s'en viennent en juillet. Là, on a trouvé le nom. On a nommé les produits officiellement parce que ça va être présenté. Je pense que c'est à New York, là, ces jours-ci qu'on a fait la conférence. 4 nouveautés s'en viennent cet été. Le Pad 2, le OnePlus Pad 2, on disait, c'est une nouvelle tablette Android axée sur la productivité. Nouveau clavier, une nouvelle espèce d'étui clavier, je devrais dire, là, qui est plus polyvalent que ce qu'ils avaient sur le Pad tout court. Le OnePlus Pad, c'était un beau premier produit, mais il arrivait peut-être
je veux dire 5 ans trop tard, vu l'état du marché. Le Pad 2, je pense qu'il rattrape un peu ce retard-là, mais ça reste une tablette Android. Je ne sais pas au niveau des applications si on a finalement trouvé la façon d'exploiter un plus grand écran, parce que la plupart des applications Android sont faites pour un téléphone, puis elles grossissent mal. Je ne sais pas comment dire ça. Ouais. Il y a les OnePlus Nord Buds 3 Pro, dont le nom est plus long que le boîtier des écouteurs en question, qui sont des écouteurs, quand c'est la marque Nord, quand c'est la marque plus bon marché chez OnePlus, et là, on a donc des nouveaux écouteurs avec annulation de bruit, tout ça, qui devrait être peu cher, je veux dire ça comme ça, pour ce qu'ils offrent. Une version réduite de la Watch 2, qu'on a bien aimé, en tout cas moi que j'ai bien aimé, la Watch OnePlus, qui a maintenant pour appellation Watch 2R, un peu comme le 12R, c'est la version un peu moins puissante du produit original. Donc la Watch 2R est plus légère, moins d'aluminium, moins de matériaux pesants et plus axée sur la montre sport. C'est un peu la nouvelle tendance dans les montres connectées, là, Samsung, Apple, tout le monde fait un peu ça. Il y a la montre connectée de base, puis une version pour coureurs, pour gens plus qui n'ont pas peur de graffiner leurs montres ou je sais pas quoi. Donc, on a peut-être un verre moins résistant, on a des choses plus simples, mais ça fonctionne quand même et ça peut aller jouer dans la boue. Et le OnePlus Nord 4, qui est leur téléphone budget. En anglais, ils disent budget phone. C'est un téléphone moins cher qui est dans un beau boîtier d'aluminium, qui a vraiment un chouette allure, le beau design, mais qui coûte beaucoup moins cher que leur 12 tout court, là, qui coûte une petite fortune. Donc, ça a tout été nommé. Maintenant, il va falloir les voir, les essayer et vous en reparler peut-être dans les prochaines semaines à suivre. Mais grosse rafale de nouveautés parce que là, la semaine prochaine, c'est Samsung, puis dans un mois, c'est Google. Ouais. Donc, l'été, il n'y a plus de pause maintenant. Il y a des nouveautés tout le temps. D'annoncer les noms des produits. Et je vais me permettre de dire, je trouve pas qu'il y a une grande originalité ou une grande surprise dans le nom des produits. Non, ben c'est les gens qui peuvent se préparer s'ils ont besoin de magasiner. Mais c'est ça. L'idée, c'est que ça permet aux consommateurs de savoir que ça s'en vient. Donc, ceux qui prévoient peut-être investir, acheter. On n'investit pas dans la technologie. Ben, de toute façon, nous, ici, on n'est pas des influenceurs, donc everything n'est pas nécessairement awesome, hein, comme ces gens-là souvent disent. D'ailleurs, on n'a pas de problème avec on peut juste vous dire, ça existe, ils sont là, les produits OnePlus, il y a des beaux produits chez OnePlus, on le sait. Mais on va les essayer, puis on en parlera, mais ils vont exister. C'est juste ça qu'on voulait dire. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as vu, je faisais référence au Journal de Montréal qui a un gros dossier sur de nombreux influenceurs qui sont dans la mire des gens de l'impôt. Oui, il semble que payer de l'impôt pour ces gens-là, c'est pas quelque chose qui est... il y a eu le même problème en France aussi, plutôt cette année où le fisc s'est attaqué. Et là, les influenceurs se rendent compte que non seulement ils doivent payer de l'impôt, donc ils font pas autant d'argent qu'ils pensaient, donc leur train de vie est pas soutenable, mais en plus, ils ne pourront jamais prendre leur retraite parce qu'ils n'en mettent pas de côté pour... Donc, clairement, en tout cas, c'est un métier difficile, celui des C'est ça, ben oui, la citation formidable. Si j'aurais peut-être dû payer mes impôts au lieu de rénover mon sous-sol. Donc, il y avait une citation comme ça. Je dis bravo. Ben oui. C'est un bon jugement. Fin du disquette au Japon. On passe du sous-sol des influenceurs aux disquettes au Japon. Moi, le Japon, tu sais, j'ai vu des télé 8K là-bas. Là. C'est le pays du futur. On imagine, c'est très, très futuriste. Mais ils sont encore attachés à beaucoup de processus qui impliquaient des disquettes. C'est comme le fax au Québec. Et des paperasses, comme le fax au Québec. Fait qu'on a annoncé le 28 juin une grande victoire, la fin des disquettes dans les systèmes du gouvernement. Je pense qu'il y a un système qui subsiste avec des disquettes un peu obscures, bien flyées. C'est qu'ils ont déployé, et je trouve ça drôle, ils ont fait une task force, une agence numérique qui a été déployée en 2021 durant la pandémie, en disant ça n'a pas d'allure, qu'on ait encore besoin de paperasse puis de toutes sortes de processus, de technologies désuètes. Je sais pas s'ils utilisaient des VHS ou des fax encore, mais ce sont des bêtas, on va organiser ça mieux. Et c'est drôle parce que c'est un gros défi dans beaucoup d'industries. Je pense qu'il y a encore des industries qui fonctionnent avec des disquettes parce que c'est des grosses machines qui coûtent plusieurs millions, mais le cerveau de cette machine-là fonctionne encore. J'avais vu un truc, c'était un BlackBerry qui était le cerveau de la grosse machine industrielle. Et pour la contrôler, ils ont dû faire un émulateur de BlackBerry qui transmettait à la machine les commandes par un BlackBerry virtuel dans l'écran d'un ordinateur parce que c'était trop coûteux. Évidemment, on pense aux fax dans les hôpitaux. Il y a sûrement des façons plus modernes de transmettre des dossiers de l'info, mais... souvent, c'est même pas technologique. Je pense que les fax, c'est parce que c'est une façon reconnue quand on signe un document et qu'on l'envoie par fax, la signature est reconnue comme authentique.
Alors que si tu signes sur une tablette avec un stylet, c'est pas reconnu comme authentique et pourtant, c'est le même geste. Et pourtant, c'est le même geste. Et pourtant, ils savent ton adresse IP. Et pourtant, ils savent qu'ils te l'ont envoyé. Et pourtant, ils savent dans quelle machine ça a été fait. Exact. Il me semble quand tu as une signature que je peux scanner, pas terrible. Non. On va passer, Pascal, aux vraies nouvelles. Je sais pas si on peut dire ça. Mais je veux juste en profiter pour parler d'InfoBref. Vous savez, c'est notre partenaire qui est toujours mentionné en début d'actualité chez Une Tasse de Tech parce qu'on aime bien ce qu'ils font. InfoBref, vous le savez, c'est l'infolettre quotidienne qui résume en quelques minutes à peine les 10 nouvelles à savoir dans la journée pour vous tenir au courant de tout. Je pense que si je dis ça comme ça, les gens d'InfoBref vont être très contents. Allez, essayez ça. Ça tombe dans votre inbox à 5 heures le matin et c'est plein de bons contenus. Infobref.com, c'est gratuit. C'est très bien fait, c'est le fun, c'est intense, c'est court, c'est tout ce que vous voulez. Je me permets de lire tes notes, Alain. Tu as écrit gratuit. Ah non, je de gratuit. Ça me fait beaucoup rire. Je veux dire ceci, que c'est un vieux document, mais ça doit être à cause du clavier que j'essaye et dont on va parler tantôt. Parce que, mon Dieu, que ça fait une couple de semaines que je rage contre mon clavier et je viens de réaliser pourquoi. C'est parce que le clavier en question a quelques petits détails, des fois ergonomiques et de qualité qui font que je vais écrire gratuit, au lieu d'écrire gratuit. Le cimetière des gadgets techno s'en vient, mesdames et messieurs. Une autre référence à des vieilles affaires de Musique Plus. Exact. On va partir ça de belle façon parce qu'on va parler de la suite Proton qui a commencé comme bien des choses. Écoute, c'est rendu gros Proton. Là, au début, c'était un VPN, c'est devenu un service de courriel. Ensuite, on intègre du stockage de fichiers. Ensuite, on intègre le gestionnaire de mots de passe. Exact. Proton, c'est une entreprise suisse qui est axée sur la vie privée. Ils veulent pas dévoiler vos données. Ils n'ont pas accès à vos données. Écoute, si tu perds ton mot de passe, là, tu perds tes courriels, tu perds tes trucs. Tu as accès à ton compte, mais tu perds tout ce que tu avais avant si tu as remplacé ton mot de passe parce qu'ils assument que tu as peut-être été contraint de remplacer ton mot de passe. Vraiment, vraiment flyé. Ou plutôt, quand je dis tu changes ton mot de passe, si tu perds ton mot de passe et tu demandes, ils vont t'effacer tes données comme ça. Ben oui. Pour des raisons de sécurité. Ils ont maintenant ajouté un traitement de texte, une espèce de Google Docs ou Word en ligne ou c'est sur Mac, c'est Cloud, ça fait un petit bout de temps. Mais grosso modo, tu peux créer des textes maintenant, tu peux les partager avec quelqu'un. Ça te demande la création d'un compte. J'essaie à ma copine, ça prend un petit peu de collaboration, mais tes documents ne seront pas utilisés ne seront pas analysés pour de la publicité, ne seront pas utilisés pour entraîner l'intelligence artificielle, ne devraient pas sortir de ton service Proton et des gens à qui tu l'as partagé directement. Je trouve ça amusant. La suite Proton, je trouve que c'est de plus en plus. Tu sais, beaucoup de gens disent « Ah oui, ma vie privée, puis je veux pas donner mes données, puis tout ça. » Mais il faut pas les gestes pour. Puis oui, ça veut dire d'abandonner la facilité de Google. Ça veut dire d'abandonner la facilité de Office. Ça veut dire d'abandonner la facilité de son adresse Mac qui est dans son système, puis de dire « OK, je vais vraiment aller dans la vie privée. » Les services de base de Proton sont gratuits aussi. Là. On peut les services de base sont gratuits, mais sont assez limités. Pour un usage de base, pour quelqu'un là qui n'a pas beaucoup de courriel, ça peut très, très bien faire l'affaire. La suite payante donne beaucoup d'avantages. Leur VPN est vraiment bien fait. Je suis assez surpris de voir comment il est efficace avec des services modernes et puis va contourner là, pour les gens qui ont des soucis de vie privée. Considérez Proton. Belle option, absolument. Même ça change évidemment vos façons de faire. Il y a du nouveau aussi du côté du iPhone qui s'en vient là et on commence à pouvoir bidouiller avec ce qui a été présenté à la conférence WWDC notamment, et c'est l'élément dont on a moins parlé mais qui m'apparaît comme vraiment assez important. iOS 18 va intégrer, on l'a dit, RCS, là, la nouvelle espèce de standard de messagerie texte évolué qu'utilise Google et la plateforme Android et que Google aimerait donc voir Apple adopter. Bien, ça s'en vient cet automne et les premiers comptes rendus sur cette application-là sont très positifs. Évidemment, c'est pas parfait. C'est pas on va encore avoir les fameuses bulles vertes et les fameuses bulles bleues. Mais il y a un truc que je trouve très, très intéressant, c'est qu'en intégrant RCS, c'est Rich Communication Services, dans iMessage, l'application de messagerie du téléphone d'Apple, du iPhone, c'est que les communications, en fait, il va y avoir trois niveaux de communication dans l'application message. Les bulles bleues, qui passent d'un produit Apple à l'autre. Les bulles vertes avec RCS et la messagerie texte SMS, MMS en troisième lieu. Si on envoie une communication, vous le savez, si vous allez à l'étranger, par exemple,
ou même pas, c'est pas nécessairement si vous allez à l'étranger, mais on le voit surtout parce qu'il y a des frais d'itinérance quand on utilise la messagerie texte, parce que c'est le protocole SMS qui est le réseau cellulaire, donc on tombe pas dans le plan de données. Alors que les messageries, les bulles bleues sont de la donnée mobile et passent par le Wi-Fi, entre autres, quand on connecte un réseau. Donc, il n'y a pas de frais d'itinérance quand on le fait comme ça. Les messages envoyés par RCS vont passer par Wi-Fi aussi, par le réseau de données mobile. Donc, on ne sera pas à voir à dire « Ah non, j'ai répondu à un texto sur Android, sur mon iPhone, ça va me coûter 32 $ parce que là, j'ai mon forfait d'itinérance qui embarque. » Ça, c'est un gros plus. Ça va permettre de sauver des petits sous là, pour les gens qui ont un iPhone et des amis qui ont des téléphones Android. Donc, on a souvent parlé des bénéfices de l'interopérabilité. C'est un bel exemple. Là. Enfin, une norme qui rehausse, qui est adoptée par Apple et qui rehausse justement la communication inter-plateforme, disons comme ça. Évidemment, bon, ce que ça permet concrètement, le protocole RCS, c'est que les vidéos, les photos, les contenus multimédia sont de meilleure qualité, sont de haute résolution, entre autres. Donc, on peut voir autre chose qu'un petit carré qu'il faut comme « Ouais, c'est pixelisé, ça! » Là, on va bien voir le contenu aussi. C'est envoyé par les données mobiles, donc ça va nous sauver aussi du temps parce que ça s'en va plus vite par le réseau mobile que par le réseau cellulaire. Et j'ai hâte de voir, évidemment, c'est pas parfait, mais longue histoire courte, ça devrait faciliter la communication. Je ne sais pas à quel point ça va attirer les gens vers l'iPhone ou si ça va rendre les gens qui ont un iPhone et qui veulent sortir de cet écosystème-là, leur vie plus facile pour aller sur Android puis dire, je peux quand même continuer à parler avec mon monde et tout ça. Oui, c'était les limites d'iMessage. Apple a quelque part arnaqué avant d'envoyer des textos. Avec iMessage, t'envoyais plus des textos, t'envoyais des iMessage. Et là, les utilisateurs n'ont pas vu cette transition-là. Quand tu essayais au début de retourner à Android, quand tu étais un chroniqueur techno, moi, je me souviens que j'ai pesté parce que mes messages continuaient de s'envoyer dans l'autre téléphone. Exact. Parce que c'était maintenant des iMessage que j'envoyais, puis je recevais plus. C'est quelque chose que je trouve qui est pas très net là-dessus. Puis d'avoir le protocole RCS ou de clairement indiquer iMessage versus RCS. Voilà. Prochaine étape, une messagerie vidéo, un FaceTime universel. On a Teams, on a FaceTime, on a Meet, on a Zoom. Si on pouvait tous pouvoir se connaître, en tout cas, s'il y avait un protocole universel. Évidemment, tout ça, c'est gratuit, là, fait que c'est pas comme si ça coûtait des sous à chaque fois, mais passer d'une application à l'autre, ça peut devenir un petit peu lassant à la longue. Si on pouvait avoir une seule façon de faire des appels vidéo, ça serait pas mal cool. Puis ça serait pas Skype. Parce que clairement, quelqu'un quelque part a raté ce virage-là et maintenant, tu vois, Skype, on est dans quelle année? Mais c'est ça, Skype a complètement été là bien avant. S'ils avaient bien placé leur beat, on ne ferait que du Skype aujourd'hui. Skype, Sears, oui, c'est ça, Kodak. Le club vidéo Kodak, les clubs vidéo, Blockbuster, toutes les compagnies qui ont raté, qui étaient trop à l'avance, qui n'ont pas su faire le virage numérique. Bon point. Des belles leçons. Ramène-nous sur le monde magique des VPN, Pascal. Ouais, c'est qu'Apple va cesser d'offrir des VPN en Russie. Ça fait depuis 2 ans, je crois, qu'ils ont arrêté de vendre les iPhones en Russie en raison du conflit. Je pense que c'est une bonne chose. Mais le Apple Store continue d'opérer là-bas. Et ils ont à la demande de l'institution, la demande du Kremlin, l'institution qui gère les communications, de dire, arrêtez de vendre des VPN. Ça permet à des gens quand tu utilises des VPN, c'est plus difficile pour nous d'espionner leur communication. On ne peut pas déchiffrer les messages, effectivement. C'est plus difficile, fait que ça permettait, entre autres, les VPN, ça permet de lire des médias étrangers, qui sont peut-être moins biaisés que ceux en Russie, communiquer avec ses proches en dehors de la Russie sans être écouté, ce qui n'est pas une chose désagréable. Ils vont pouvoir continuer d'utiliser les applications. On pense aux gens qui nous écoutent de Russie, on vous salue. Ils vont pouvoir continuer d'utiliser les VPN, mais pas les mettre à jour, ce qui évidemment ouvre la porte à des failles de sécurité, ce qui offre la porte à l'absence de correction de virus et tout. Et ça me fait penser, cette situation-là, à BlackBerry, qui en 2010, on remonte dans le temps, BlackBerry qui était réputé pour la sécurité des communications codées entre les utilisateurs, qui ont dit à l'Arabie Saoudite, on va vous donner les codes des utilisateurs en Arabie Saoudite. Ouais. Et pour moi, c'était pas mal le début de la fin. C'était pas mal la fin de BlackBerry. Là, quand tu es rendu à diminuer tes critères de standard. Et ton élément, oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça que ça me fait penser à. Comme quoi même Apple, même Apple
plie aux demandes. Un historique aussi de se plier aux demandes du gouvernement chinois, entre autres. Entre autres. Ils se la jouent, mais ils ne sont pas toujours aussi propres qu'on peut bien. Si on était moralement, encore une fois, c'est difficile d'être parfaitement moral. Tu continues d'offrir t'essaies de continuer d'offrir des services. Il y a des belles conversations dans les salles de conférence des hauts dirigeants sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on trace la ligne entre... on pousse la démocratie en tant qu'entreprise privée, mais à un moment donné, il faut dire qu'une entreprise privée qui est cotée en bourse, s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a plus de marché, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, en tout cas. On en a parlé un petit peu dans le passé. Il y a la semaine prochaine un événement Galaxy Unpacked que Samsung organise à Paris. Moi, je sais pourquoi ils l'organisent à Paris, mais je peux pas vous le dire. Mais on va être là. On va essayer de faire une tasse de tech en direct. Alain, je me permets, comme d'habitude, de te corriger. Vas-y. Tu vas être là. Je vais être là-bas. Je serai pas là. J'aurais aimé être là. Écoute, il faudrait qu'un de nous deux se transforme en fille puis que l'autre devienne caméraman pour sa chaîne YouTube. Une petite blague d'influenceur ici. On n'arrête pas d'en faire, mais non, effectivement, il va y avoir cet événement-là et on en a parlé un petit peu. Il va y avoir les nouveaux téléphones pliables et on ne sait pas quoi, mais il y a aussi, semble-t-il, selon la rumeur, un nouvel anneau connecté, le Galaxy Ring. On l'a teasé au dernier événement. Exact. Où là, j'étais à San Diego. Tu vois, chacun son tour, voilà. Et là, il y a des petits bidouilleurs du site Android Authority qui ont ouvert le APK, le fichier conteneur de l'application Samsung Santé, Samsung Health, et ils y ont découvert quelques fonctions qu'aura cette bague-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des éléments, bon, évidemment, c'est assez basique, c'est comme la Oura, on en a parlé, là, la bague. Oui, la Oura. Il y a aussi, il y en a quelques-unes, là, des bagues Ultra Human. Exact. D'ailleurs, je dois l'avoir sur mon bureau quelque part en dessous de mon... La mienne est sur la charge. Dans ce sens-là, il va évidemment avoir suivi de la fréquence cardiaque, indicateur de niveau de stress, température de la peau. Il y a deux fonctions particulières. Il y en a une qui me fait bien rigoler, l'autre qui est vraiment dans l'air du temps. Et les femmes qui vont porter le Galaxy Ring pourront avoir de l'information sur leur cycle menstruel. Moi, je connais pas vraiment l'information nécessaire dans ce contexte-là parce que c'est pas quelque chose qui me concerne, mais c'est une grosse mode chez les fabricants d'appareils connectés en ce moment d'offrir ce suivi-là. Et il y a un autre élément, le 5e, qui a été découvert par Android Authority, c'est que la bague va pouvoir vous dire quand vous ronflez. Parce que c'est un appareil de santé qu'on peut porter la nuit pendant qu'on dort et on a un suivi du sommeil qui va venir avec ça, dont cette fonction-là qui va vous dire est-ce que vous avez bien dormi? Je sais pas, mais vous avez ronflé en tas. Et surtout, et c'est ça qui est comique, c'est que l'application qui vient avec la bague va enregistrer le son de vos ronflements et vous pourrez les réécouter ensuite pour savoir si c'était effectivement un bon ronflement. Ça, c'est bizarre parce que j'imagine qu'il n'y aura pas... Je trouve. J'imagine qu'il n'y aura pas de... oui, j'imagine qu'il n'y a pas de... écoute, premièrement, les gens qui ronflent ne s'en rendent pas compte, mais ça tue la qualité de leur sommeil, là. Et de leur douce moitié qui dort pas loin. J'ai eu à informer des petites amies qu'elles ronflaient allègrement et c'était pas une conversation facile à avoir, non, effectivement. Oui, puis, mais la question, c'est qu'il n'y a pas j'imagine qu'il n'y aura pas de micro dans la bague. Non, c'est ça, je veux dire ceci. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit jumelé avec le téléphone Samsung qui vient avec. Bon, en tout cas, je basé sur ce que dit Android Authority. Et ce jumelage-là nécessite que le téléphone soit sur sa table de chevet, branché en charge. Donc, essentiellement, c'est plus le téléphone qui va permettre de le faire. Mais j'imagine qu'il y a des données biométriques qui vont être captées de la bague et qui vont être jumelées pour être avec une espèce de... Vous dormiez à tel degré de profondeur et vous ronfliez à tel niveau de décibels. Mais quand même. Cela dit, la Galaxy Watch permet aussi de faire à peu près la même chose. Donc, on se demande à quoi va vraiment servir la bague à part d'être plus facile à porter pendant qu'on dort. Sais-tu ce qui m'inquiète avec les annonces de Samsung à Paris, c'est l'emprisonnement Samsung, l'emprisonnement Apple, l'environnement, je m'excuse, l'environnement, le fait qu'ils vont avoir un écosystème très, très fermé. Si tu as besoin d'un téléphone Samsung pour utiliser la bague Samsung, c'est pas juste un téléphone Android. Moi, je trouvais ça le fun au début quand Apple a lancé son iPod, on remonte dans le temps, puis il était compatible avec les ordinateurs Windows. Ça donnait le goût d'avoir le goût d'avoir un produit Apple. Le fait d'avoir une bague Samsung qui demande un téléphone Samsung aurait pu être une belle porte d'entrée, un beau cheval de Troie. J'ai hâte de voir s'ils vont ouvrir cette application-là à d'autres téléphones. Ça va être à suivre. De toute façon, on va savoir un petit peu plus ce qui s'en vient avec ça la semaine prochaine. Mais ça va venir avec un paquet d'autres nouveautés, donc on pourra en reparler plus en détail à ce moment-là.
Puis je vais peut-être pouvoir parler, je teste la bague circulaire en ce moment, la bague française connectée. Et tu parlais de cycle menstruel, c'est très drôle parce que je l'ai configuré rapidement. Puis à un moment donné, il me dit, quel est ton cycle menstruel? Je m'attends un peu que c'est ça, cette affaire-là. J'ai regardé l'application, je m'étais inscrit comme une femme. Malheureusement, dans les options rapides, j'avais pas indiqué mon sexe correctement. J'ai bien hâte de vous parler de la bague circulaire. Il me demande 2 semaines de calibration. Ben oui, souvent, c'est ça, exactement. Ça prend du temps. Une bague française, donc une Smart Ring. N'est-ce pas? Faut bien dire les choses. Et qui va sur le doigt, faut le dire comme ça. Ça pourrait être un jouet coquin qui est un autre type de ring. Ouais, ben là, ça, on n'ira pas là. On n'est pas. Si on faisait une tasse de tech by night, on aurait un autre genre de conversation. Mais non, on fait pas ça ici. C'est une balado familiale. On va finir là-dessus les actualités, mon cher ami. Je vais aller chercher mon bidule dont je vais vous parler à l'instant, la Surface Pro de 11e génération de Microsoft. Je pense que toi aussi, tu as des accessoires. Écoute, j'ai 2 petits accessoires ici. Là. Je vais vous montrer ça. C'est important de. Il n'y a pas de petits. Oh, il y a des petits accessoires quand même. C'est pas comme un job. Ils sont petits physiquement, en tout cas. Il y a des accessoires qui sont aussi sauts, n'est-ce pas? Il n'y a pas de saut métier, il y a des sauts accessoires, mais ça se dit pas très bien. En tout cas, bref, on prend une très courte pause juste pour rejouer le jingle de la balado et on vous revient. Restez avec nous. Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. On parle des accessoires technologiques du moment, Pascal, toutes les semaines. On ne fait pas exception cette semaine. J'ai dans la main ici le 2e PC Copilot Plus que Microsoft a annoncé il y a quelques semaines et dont tu nous as parlé il y a 2 semaines avec le Surface Laptop de, je serais tenté de dire 7e génération. 7e génération, bien mémorisée. Merci. Alors moi, j'ai ici la Surface Pro de 11e génération qui partage beaucoup de la fiche technique du laptop, mais en version tablette. Chez Microsoft, on a même beaucoup parlé des PC hybrides parce que c'est une tablette qui, quand on l'achète avec l'étui clavier, se convertit en ordinateur portable. C'est un bel appareil avec un bel écran, de belles dimensions. Il y a beaucoup de nouveautés cette année sur cet appareil-là. C'est pas juste une petite mise à niveau, c'est vraiment assez costaud. Entre autres parce qu'on voulait pousser le brand là, des PC Copilot Plus qui viennent avec la touche clavier Copilot qui permet de parler directement avec l'IA générative de Microsoft, dérivée de ChatGPT, n'est-ce pas? Donc, vous savez, parce que avec Windows 11, il y a beaucoup de nouveautés applicatives basées sur tout ça. Mais je vais vous parler de la fiche technique plus matérielle de l'appareil, parce que la principale nouveauté matérielle, en fait, il y en a 2. La première, c'est le processeur Snapdragon X qui apparaît sous le capot. Processeur de Qualcomm qui est sur une architecture ARM qui est pas x86, donc c'est pas une puce Intel, donc c'est pas entièrement compatible avec la plupart des logiciels Windows, des logiciels pour PC qui sont historiquement fonctionnels sur Windows avec une puce Intel. C'est le fun, mais ça vient avec le défaut que c'est généralement le petit logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser le plus qui est le moins compatible avec ce genre d'architecture-là. Si vous dites, Word, ça marche, Office, Teams, puis là, tu as besoin de cette petite application-là qui fait la patente qui est spécialisée à votre entreprise ou à votre quotidien, puis elle marche pas parce que c'est un logiciel qui n'a pas été mis à jour depuis 10 ans, puis le développeur est plus là. C'est le caillou dans le soulier, là, littéralement. C'est dommage parce que... Exactement. On dit, évidemment, chez Microsoft, on dit que tout va se régler, mais ils ont clairement pas appris de Apple qui a maintenant une expertise dans le changement de puce et d'architecture, où eux, ils créent tout le temps une espèce d'émulateur qui vient juste patcher sans que ce soit parfait. Il y a un émulateur, mais c'est jamais parfait. C'est toujours un émulateur. Moi, écoute, le petit gadget, j'en parle tout de suite. J'ai un petit gadget de Kensington qui permet c'est une clé USB qui a un lecteur d'empreintes digitales dessus qui permet de t'authentifier. J'ai essayé de l'installer sur l'ordinateur Copilot plus 7 et ça marche pas. Je dis, voyons, je me suis trompé, je réinstalle. Non, le pilote est à la merci d'une autre entreprise qui prend son temps parce qu'avec ça, tout est bien fait, puis c'est facile. C'est le genre, comme tu dis, de petit, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, c'est le genre de petit. Ce qui veut pas dire que la 95% des logiciels fonctionneront pas très bien. Et oui, des fois, c'est ce petit gadget-là que tu as besoin qui fait que tu sois pas 100% opérationnel tout de suite. C'est la première nouveauté. le changement de puce, qui est plus performant, qui est plus 90% plus puissant. Ça paraît, c'est Snappy, Snapdragon, c'est pas pour rien qu'on le dit. Oui. Il y a le fameux
NPU intégré, là, le processeur neuronal, qui est la grosse affaire là, en ce moment dans les technos. Là, tous les nouveaux PC ont ça, les nouveaux Mac aussi. Là, c'est la patente qui fait de... En fait, on l'a déjà dit, c'est un GPU sans la capacité d'afficher sur un écran ce qui en résulte. Donc, c'est souvent du calcul plus rapide. Donc, ça permet effectivement d'aller chercher un peu plus de puissance, surtout dans les applications... d'intelligence artificielle. d'IA, le créateur d'images, l'espèce d'assistant vocal avancé, ainsi de suite. 14 heures d'autonomie, 14 heures de vraie autonomie. Ça, j'ai été extrêmement agréablement surpris parce que c'est toujours ça le problème avec les appareils de ce genre-là, c'est que tu l'utilises pas. Tu es arrivé à la fin de ta journée de travail, tu n'as plus de batterie, tu es comme, hey, il me restait à envoyer mon email pour finir ma journée, puis je peux pas. Donc là, ça, pas besoin de le brancher. On a une bonne, grosse journée de travail qu'on peut utiliser, qu'on peut faire avec cet appareil-là. Ça, c'est très bien. C'est évidemment, encore là, une des particularités des architectures ARM, c'est qu'ils ont, ça vient d'une architecture mobile, donc très peu énergivore comparé aux processeurs x86, pour pas dire Intel, qui sont, eux, qui sont en mode rattrapage là-dessus. Et on n'aura pas de puce Intel pour ça avant au moins l'automne, parce que c'est, je pense que c'est Lunar Lake, le nom de leur puce à venir, qui va être officiellement certifié copilote PC+, ou en tout cas PC comme vous voulez. Donc, on a encore un petit 6 mois devant nous à devoir se demander est-ce que je veux changer d'architecture, est-ce que je veux pas, est-ce que j'ai besoin d'un NPU ou pas. Et tout ça, ça se discute au moment de, si vous regardez des produits Surface, là, c'est ce qu'il faut discuter. L'autre grosse affaire sur la Surface Pro 11, c'est qu'on a le choix entre deux affichages. Il y a un écran de base ACL, c'est correct. Cristaux liquides standard, bonne vieille technologie. Exact. Et pour 700 $ de plus, vous avez le choix d'opter pour un affichage OLED. Oh, beau à lécher. Ben là, écoute, encore une fois, moi je veux dire, l'écran OLED, là, c'est magique. Le contraste, les noirs sont noirs, les blancs sont blancs. C'est comme... Oui. L'effet screen door, il n'y a pas de... Tu sais, c'est bien, c'est résolution. C'est tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. Oui. Ce qui est souvent le cas avec les affaires de même. Ce qui fait passer le prix de la Surface de base de 1450, déjà ce qui n'est pas donné, à 2150 $, ce qui est complètement hors de prix pour un appareil qui, si vous l'équipez avec assez de mémoire puis assez de stockage, va vous quasiment monter à 3000 $. Oui. Et je vous rappelle, parce qu'on le dit à chaque fois qu'on parle d'un PC ou d'un Mac qui est nouveau et qui coûte une fortune, qu'il n'y a pas super longtemps, la course vers l'ordinateur à 100 $, c'était ça l'affaire. Ouais. J'aime cette conversation-là, la même conversation dans l'automobile récemment, où on disait, tu sais, à une autre époque, on visait à faire la voiture à 10 000 $, la voiture la moins chère, puis c'était ça la course, puis on voulait... Et là, c'est comme si plus personne n'était capable de faire des produits abordables. Les autos coûtent au-dessus de 40 000 $, les téléphones coûtent 1 200, puis les ordinateurs coûtent 3 000. C'est une montée de lait. Ça n'a aucun bon sens. Fait que ça, moi, ça rapidement, là, ça me fait lever le poil sur les bras et tout le kit. Je comprends pas. Mais c'est quelque chose par terre, là. Hein? Jette quelque chose par terre. Ceux qui nous regardent dans la vidéo voient que tu salives. Là. Oh, je ne vais pas lancer la Surface au sol, vas-y, brise. Parce que, bon, ça, c'est au niveau technique. Cela dit, écoute, j'ai rien à dire. 2 ports USB-C très rapides. Il n'y a pas de problème au niveau de la connectique. Évidemment, Wi-Fi, 7, Bluetooth, tout ce que vous voulez. Je parlais de Bluetooth parce que l'étui-clavier, bon, là, évidemment, la Surface Pro, vous le savez, c'est une tablette qui vient avec une béquille à l'arrière qui est articulée. On peut mettre ça de la façon qu'on veut. Super beau design. Et traditionnellement, si on avait l'étui-clavier, on pouvait l'appuyer comme ça sur sa béquille et le clavier était nécessairement attaché à la tablette. Là, on a innové chez Microsoft, je dirais enfin. Oh, ça, c'est une belle chose. Parce qu'ils ne sont pas les seuls à le faire, mais enfin, ils le font. C'est qu'on a ajouté une communication Bluetooth entre le clavier et la tablette, ce qui fait qu'on peut détacher le clavier de l'écran et quand même les utiliser les deux comme un PC plus de meilleur pour améliorer l'ergonomie. Fait qu'on peut mettre l'écran sur un socle. Support. Écoute, veux-tu que je parle tout de suite de mon support? On va clairer ça tout de suite. Regarde, ceux qui nous regardent en vidéo, je vous montre ici un support de Kensington encore. Ils nous ont envoyé plein de produits. C'est un support pour son laptop. Tu mets l'écran de ton laptop ici, tu as le clavier, tu peux travailler confortablement avec ton ordinateur plus haut dedans. C'est assez chouette. Et là, comme tu peux détacher le clavier de ta tablette Surface, tu pourrais simplement poser sur un socle ou même sur une tablette surélevée. Bref, vous pouvez enfin relever la tête et travailler, non pas accroupi en boule comme ça avec les problèmes de dos que ça va entraîner plus tard, et avoir quand même un clavier, un pavé tactile fonctionnel. Le pavé, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, ils ont produit la Surface Pro X, qui était un peu l'espèce de prototype de ce que serait la Surface 3 ans plus tard. Ben, on est 3 ans plus tard parce que c'est ça qu'on a en ce moment. Ça inclut sur l'étui clavier le stylet, le Stylus Pen, je pense 2.
de Microsoft qui est automatiquement dans sa petite pochette magnétique de rangement. Donc, on le perd jamais, il est toujours là, il est facile à trouver. Je trouve que ça, c'est très bien intégré. Évidemment, je comprends les fabricants de tablettes de s'entêter à fournir des stylets, mais ça aussi, à un moment donné, il va falloir comme faire le ménage parce que là, chaque année, il amène son nouveau stylet. Tu sais, même Apple Pencil, là, le Pro, tout oui. ça. Ben oui. À un moment donné, je sais pas combien de personnes dans le monde se servent d'un stylet sur son PC. Moi, je m'en sers une fois par année. Genre, tu sais, je suis très ambivalent sur ce genre d'accessoires-là parce que j'ai l'impression qu'on les enfonce dans la gorge, puis ça coûte aussi plus cher. Donc ça, je suis pas sûr si c'est nécessaire, surtout que probablement que Logitech, Belkin, les fabricants d'accessoires vont avoir un étui clavier moins cher pour la Surface Pro éventuellement. Donc, je vous dirais, si ça vous prend une tablette hybride 2 en 1 puissante, la Surface Pro, absolument. Allez-y pas sur les accessoires à 100 000 $ parce qu'il y aura probablement des moins chers ailleurs qui vont sortir s'ils ne sont pas déjà sortis en ce moment. Et là, vous sauverez des sous. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un peu ça aussi. Et finalement, parce qu'on a parlé de l'écran OLED et de la puissance et tout ça, il y a des applications qui ne fonctionnent pas sur Windows 11 ARM et il y a évidemment aussi des jeux, des environnements 3D qui ne seront pas compatibles avec les performances. En fait, les performances graphiques de la tablette ne seront pas suffisantes pour animer des jeux ou des applications plus visuelles, des jeux plus intensifs, comme il y en a beaucoup sur plateforme Windows, on le sait. Donc, les gamers voudront un PC plus conventionnel. On n'est pas encore rendu au point où on peut changer un desktop avec un laptop. Un ordinateur de bureau avec un ordinateur de cuisse. Ce qui se traduit très, très mal. Mais vous voyez ce que utiliser la touche copilote sur le PC? En fait, parlons-en, parce qu'au niveau des applications d'IA, il y a des choses qui s'en viennent. On en a parlé avec Windows 11, Recall, je sais pas si c'est le Co-Creator, ou comme il l'appelle, l'application de génération d'images. Qui marche juste en anglais pour l'instant. Exactement. Il y a la génération de sous-titres et tout le kit, tout ça. C'est pas encore entièrement adapté au marché québécois, mais il y a aussi le fait que ce bouton-là, c'est une bonne idée si on l'utilise. Oui. Je ne sais pas si c'est parce que je suis vieux, je ne sais pas c'est quoi où la ligne. Je m'en suis servi 0 fois. Exactement. Évidemment, le bouton est là, puis on l'essaye parce que c'est ça notre job, mais au quotidien, aucun intérêt. Ce qui apparaît, c'est la fenêtre de copilote, la même qu'on peut ouvrir en cliquant dans son navigateur web. En tapant sur l'écran, parce que le bouton est là aussi, c'est là. Il n'y a pas de raison, à moins que j'aurais aimé que ça analyse automatiquement qu'est-ce qui se passe sur notre écran, puis nous donne du contenu, qu'on puisse jaser, tu pèses dessus, tu dis c'est quoi ce qu'il y a à l'écran. Ça serait utile, mais c'est pas encore ça, malheureusement. C'est pas aussi bien intégré qu'on l'aimerait. Bref. C'est ce qu'on dit depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de marketing autour du non-copilote. En ce moment, le PC Copilote Plus, on veut que vous payiez tant par mois pour avoir accès à Copilote Plus pour générer des revenus additionnels. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que la plupart des gens en ont besoin? Faut vraiment, donc, allez-y, sautez pas sur ça juste parce qu'on vous dit que c'est plus puissant. Si ça vous prend une nouvelle machine, c'est une belle machine, il n'y a aucun doute. Elle fait des choses que les anciennes Surface Pro ne faisaient pas, il n'y a aucun doute. Mais elle coûte quand même généreux un montant d'argent. Donc, ça vaut la peine d'être magasiné. Et vous pouvez attendre aussi, d'ailleurs, l'automne si vous avez besoin d'un ordinateur, parce que l'automne, c'est la saison des nouveautés mur à mur. Et là, tous les fabricants de PC vont arriver avec un PC, soit un PC IA, là, un AI PC qui est pas nécessairement prouvé copilote, mais il va aussi avoir des PC copilote plus d'autres marques. Il y a 8 fabricants, ceux auxquels vous pensez, c'est sûr, qui sont partenaires avec Microsoft là-dedans, HP, Acer, Dell, toute la gang. Fait que ça va être le bon moment pour comparer cet automne. Si vous êtes pressé, il y a quand même une belle tablette avec écran OLED qui va coûter 3 000 $. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, il faut que je le dise. À chaque fois que tu dis que oui, moi j'aimerais ça que les PC coûtent beaucoup moins cher, mais en général, quand tu achètes un ordinateur moins coûteux, il y a des compromis. L'écran est de moins bonne résolution, de moins bonne qualité, le clavier va être moins intéressant, l'autonomie va être moins grande, le processeur va rouler moins vite. Il y a un paquet de petits compromis, puis c'est des virgules, puis c'est des détails, et chaque détail enlève 100 $ au PC, puis tu te retrouves avec un PC qui a moins bon. C'est souvent des détails comme ça. Une Surface Pro à 2000 combien dollars qui aurait un processeur Intel x86 qui permettrait d'avoir accès à toutes ces applications sans que ce soit un stress. Déjà, tu enlèverais un gros morceau. Là, c'est que tu as une tablette qui réduit ta polyvalence, ta productivité d'une certaine façon si tu n'as pas accès aux anciens logiciels que tu avais avant sur le nouvel appareil. Donc, je trouve ça difficile. C'est vraiment une situation délicate.
mais ça concerne probablement pas tout le monde non plus, donc c'est à voir. Mais c'est un bel appareil. On dit les produits surface pour le marché du PC, c'est un peu en anglais on dit les flagships, là, c'est les porte-étendards. C'est ça, c'est pour te montrer ce qui s'en vient. Puis moi, je trouve que ça rend le copilote PC, je trouve que ça en tout cas, moi, ça me réexcite un peu. Je suis désolé. Ça relance quelques années que les PC étaient toujours un peu plates. Il n'y avait pas de nouveautés majeures. Un peu plus puissant, un peu plus rapide, un peu plus. Mais là, paf, on vient de faire le bond qui est arrivé avec les processeurs M du côté Apple, du côté Microsoft. Et ça m'excite un peu. Puis la réplique de Intel, AMD va se mettre là-dessus. Oui. Écoute, ça risque de changer aussi les PC de bureau. Ça va être excitant aussi. Ça va être bien de voir les 2 prochaines années. C'est plus compliqué à magasiner, mais effectivement, au moins, il y a plus d'innovation, définitivement. Mais c'était ça. Est-ce que tu veux revenir sur tes accessoires? Je veux juste mentionner le petit lecteur d'empreinte digitale, c'est le Kensington VeriMark, qui est tout petit. On peut le mettre sur son trousseau de clés. Si vous avez un ordinateur portable qui n'a pas de lecteur d'empreinte digitale ou qui n'a pas de reconnaissance Hello, ça va vous permettre de vous authentifier sur un paquet de comptes, entre autres Google. Vous activez la double authentification. Vous dites, je veux que je mette mon empreinte digitale. Ça va vous permettre de le faire. Le petit support, évidemment, c'est assez luxueux. C'est 90 $, mais regardez. Oh, je sais pas si tu l'entends, c'est du oui, ça va être ding-ding. Métal solide, c'est lourd. Cherchez sur Internet, si jamais vous voulez, ça permet de surélever l'écran de votre laptop, de travailler plus confortablement au lieu d'avoir la tête recroquevillée. Vous arrivez à la maison, vous posez votre laptop sur le support. Normalement, on met le clavier sur la partie pour que l'écran soit surélevé. On peut taper avec un clavier à ce moment-là, soit sans fil. Mais pas celui. Est-ce que tu veux en oui, parce que je veux faire un peu. Parce qu'on a parlé de Kensington dans le passé. Ils ont bien Kensington, ils ont des très bons produits. Un trackball qui était pas mal le fun que j'utilise encore. Le trackball que j'utilise aussi. Moi, j'aime beaucoup traditionnellement les accessoires, les périphériques ergonomiques, parce que c'est moins stressant sur certaines parties du corps, notamment les bras. Ils viennent de lancer Kensington un clavier qui s'appelle je l'ai écrit derrière, le ProFit Ergo KB 675, qui est une nouvelle version d'un clavier ergonomique. Ceux qui nous regardent et qui voient la vidéo, vous voyez qu'il y a une forme un peu bombée, un peu arrondie, comme un clavier ergonomique que fabriquent la plupart des autres marques de périphériques. Là. J'en ai un. Pourquoi celui de Logitech? J'en ai un de Logitech, il y en a un. Bref, ils en font tous, il n'y a pas de doute. Écoute, souvent un petit peu plus cher, ces périphériques-là, mais ce sont des... Ma théorie, c'est quand on utilise un clavier ergonomique, c'est qu'on est un power user de son ordinateur. Moi, j'écris sans bon sens tous les jours, donc évidemment, je suis toujours sur mon clavier, donc je suis un bon candidat à ce genre de clavier-là. Et là, il m'a envoyé ça. Il y a beaucoup de bonnes idées sur ce clavier-là. Il est Bluetooth, il est jumelable avec une petite clé USB qui fait un signal sans fil sur la bande de 2,4 GHz. Peu d'interférences. Et il peut se connecter jusqu'à 3 appareils en même temps. Et on a un petit bouton qu'on peut appuyer pour passer du Bluetooth au USB, et ainsi de suite, là, pour rapidement passer d'un appareil à l'autre. Donc ça, c'est bien. Il y a des touches médias spécifiques aux appels vidéo. Je peux raccrocher, je peux couper mon micro, je peux partager mon écran. Il y a des 4 petits boutons juste là qui sont bien le fun. Malheureusement, ils sont un petit peu étroits puis ils sont squeezés juste en dessous du bouton pour changer le type de jumelage Bluetooth et USB. Donc, on est tout le temps en train d'appuyer sur le mauvais bouton parce que si vous êtes comme moi, vous avez apparemment des gros doigts. C'est trop gros pour les touches. Je trouve ça un peu bizarre parce que c'est fait pour être utilisé sans regarder où on met les doigts. Puis là-dessus, on perd un peu l'ergonomie. Il y a une touche de saisie d'écran. Il y a évidemment, on peut appeler aussi, on peut tout configurer ça, personnaliser ça avec le logiciel Connect de Kensington qui fait le pont entre ce qu'on veut faire, nous, et ce que l'ordinateur comprend. Il est jumelable à un Mac, à un PC, donc ça, c'est agnostique. Mais, et là, vous dites, wow, mais comment peux-tu ne pas l'aimer? Il semble parfait, mais non, il a un très, très gros défaut. Ça fait 2 semaines que je l'ai et déjà, la moitié des touches sont effacées. Ouch. Ce qui m'apparaît comme l'élément 1 d'importance au-delà de tout le reste. Un clavier qu'on utilise massivement et intensivement tout le temps, on le sait, sont où les touches. Et évidemment, on ne regarde pas toujours quand on tape sur le clavier. Mais un clavier qui a la moitié des touches effacées, c'est un vieux clavier d'habitude. C'est pas un clavier qui vient d'être mis en marché puis qu'on vient d'utiliser depuis 2 semaines seulement. Donc, même s'il est bon marché, ça pour moi, c'est un gros no-no. Tu veux pas faire ça. Fait que c'est une bonne idée, c'est un beau gadget, mais il mériterait. Et j'imagine que je suis pas le seul à dire ça. Je sais pas à quel point les autres testeurs vont pouvoir dire la même chose s'ils vont le tester beaucoup ou pas.
Mais Kensington devrait tout de suite revoir une deuxième génération de ce produit-là, puis mettre. Il y a façon de créer des touches de clavier. Oui. Où la lettre, le caractère est pas nécessairement juste peinturé dessus, il est facilement effaçable, mais qui est vraiment durable. D'ailleurs, j'ai mon clavier ergonomique Logitech, ça a pris au moins 1 an et demi avant que les touches commencent à s'effacer. Et il existe des claviers là, dont les touches ne s'effaceront jamais parce qu'ils ont mis une protection par-dessus. C'est ça, il y a la lettre est gravée et elle est couverte de vernis. Moi, mon clavier OnePlus que j'utilise chaque jour n'a pas une dégradation. Et pourtant, je l'ai nettoyé avec un chiffon. J'ai frotté dessus de temps en temps. Peut-être que je transpire des doigts puis c'est très acide, je sais pas. Mais ça devrait pas être un problème, mais c'en est un. Donc, j'étais un peu déçu de ça. Vraiment un peu beaucoup, en fait, je devrais dire. Mais ça vient avec, probablement que si vous allez au bureau, en gros, et vous magasinez pour le socle Kensington, ils vont vous dire, achète aussi le clavier. Oui. Faites attention de trouver un clavier garanti longtemps qui est à l'épreuve de ces choses. Moi, je regarderais la garantie, parce que c'est probablement le genre de choses que Kensington, habituellement, ont des bonnes garanties sur leurs produits, 2 ans des fois. Ouais. Peut-être que jette un coup d'œil, comme tu l'as reçu de Kensington, c'est gênant. Mais si jamais c'est quelque chose qui arrive à vos claviers, n'oubliez pas que vous pouvez toujours dire « je ne suis pas satisfait ». Exact. C'est pas normal, je pense, après 2 semaines. C'est une usure prématurée aussi. Écoute, je vais m'informer, savoir si je suis tombé sur un mauvais numéro. C'est peut-être un pré-prod. Vous savez, on dit souvent, c'est un produit de pré-production. Ah oui, donc oui, ça se peut, il nous sort ça souvent pour excuser des défauts. Mais soyez vigilants au niveau du périphérique que vous achetez. C'est ça. Ça fait le tour. Alain, on a eu du plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir, en tout Comme cas. chaque semaine, toujours le fun. Est-ce qu'on remercie nos partenaires TELUS, Plan Hub? On peut aussi dire à notre partenaire pour les nouvelles, Infobref, bonjour. Ben oui. Merci à vous, merci ici. Merci à C23, le groupe Cogeco, qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec et dans le monde. Claude Hébert, Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde, on te remercie, on vous remercie. Alain McKenna, je te remercie. C'est toujours un plaisir de te voir chaque semaine. Remerciement retourné, mon cher ami. On va lire ce que tu fais, toujours intéressant, sur pascalforget.com, je tiens à le préciser. On peut lire partout dans le Devoir, dans plein d'endroits. Puis bon voyage à Paris, hein? Oui, c'est vrai, pour le Galaxy Unpacked la semaine prochaine. Je ne sais pas, on va essayer de faire quelque chose en direct de là-bas, parce qu'avec le décalage, je pense que ça nous avantage. En moitié, OK, moitié. Tu vas commencer à dire, nous sommes, non, t'es à Paris. Bon, je vais préparer mon script. Pascal sèche à Montréal. Ben, quoi qu'il reste de faire chaud, il reste d'être trempé à Montréal, mais bon, ça, c'est une autre conversation qu'on aura plus tard dans une balado météorologique, je vais dire ça comme ça. En tout cas, bonne fin de semaine à tous et on se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut! C'est 23.